Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence cet après-midi pour ce webinaire IFV consacré à une thématique d'actualité, la restriction d'usage du glyphosate et les alternatives. Donc, on vous propose cet après-midi de faire un état des lieux et puis du sujet et puis de vous donner quelques perspectives en la matière. Nous avons aujourd'hui avec nous donc Caroline Goutsoulard, ingénieure à l'IFV Rhône Méditerranée basé à Rodillan, Alexandre Davy, ingénieur IFV basé à Blanquefort sur Bordeaux, et moi-même, donc Christophe Gaviglio, basé dans le sud-ouest. Au programme, un petit point de contexte très rapide. En deuxième partie, nous aurons tout ce qui concerne l'évolution des stratégies de désherbage chimique du Cavaillon avec des résultats d'essais sur différentes plateformes désherbage chimique, dont Biocontrôle. En troisième partie, nous aborderons tout ce qui est méthode alternative. Donc, on parlera désherbage électrique, désherbage mécanique, désherbage thermique et solutions de paillage aussi. Et puis, nous terminerons par un petit bilan avantages-inconvénients, une petite analyse technico-économique et énergétique de toutes ces solutions. En ce qui concerne les questions sur nos présentations, il y aura 2 temps dédiés. Un à la fin de la présentation des stratégies de désherbage chimique. Ça sera affiché à l'écran, il y aura une petite pause questions. Et puis, un dernier temps de questions à la fin du webinaire, donc à la fin de la partie sur les méthodes alternatives, les bilans et avantages inconvénients. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à écrire vos questions dans la partie questions en fait de l'outil GoToWebinar. C'est une partie qui est un peu différente du chat. Et moi, je ferai la synthèse des questions reçues et donc par thème, je les distribuerai pour y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à remplir cette partie de questions en cours de présentation. Donc on va démarrer, rentrer dans le vif du sujet avec les enjeux autour des alternatives et des changements qui nous concernent tous en matière de désherbage au vignoble. Pour faire simple, ce qui était fait jusqu'alors, et on y reviendra, c'était des associations post plus prélevées classiques, et donc l'association de l'action racinaire et l'association d'un antigerminatif, éventuellement un rattrapage plus tard en saison, dans l'été. Ce qui représentait beaucoup d'avantages, intervention rapide, persistance d'action et pas d'impact agronomique. Donc l'enjeu en fait de tout ce qu'on va discuter par rapport au changement de stratégie qui nous attendent, c'est des enjeux sur l'efficacité, le temps passé, le coût, mais aussi la facilité d'usage, le champ d'application et bien sûr l'impact agronomique. Donc on va garder tout ça en tête à chaque fois qu'on parle des différentes possibilités. Les principaux défauts connus des alternatives, on le sait, c'est qu'il y a peu de persistance d'action, une action principalement foliaire, donc qui entraîne en général un nombre de passages élevé, avec une dépendance forte au climat, bien sûr, et une certaine technicité qui est requise pour leur utilisation. On va avoir l'occasion de détailler tout ça, et surtout, on va avoir l'occasion de discuter peut-être de la manière de contourner ces difficultés, ou en tout cas d'en amoindrir l'impact sur les exploitations. Alors, tout au long de ce webinaire, même si on ne peut pas rentrer dans tous les détails, les critères de choix ou d'évaluation des alternatives seront le temps de travail, la technicité, la facilité de mise en œuvre, l'efficacité bien sûr, le champ d'application, l'investissement nécessaire et le bilan carbone que l'on pourra évoquer aussi pour chaque point. L'impact agronomique, je me répète, mais ça me paraît important dès qu'on change les modalités d'entretien du sol. Tous ces facteurs jouent évidemment sur le coût et on aura l'occasion de détailler ou d'en parler dans les questions. Maintenant, pour démarrer, donc place aux stratégies de désherbage chimique présentées donc par Alexandre Davy, à qui je donne la main. Alexandre,
doit être bon. Oui, voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit tour d'horizon de la pharmacopée qui était encore disponible. Donc sur la famille des prélevés, non, ça marche pas. J'ai du mal à faire des fichiers, ça marche pas. Alors attends. Vas-y Alexandre, c'est mieux là? Voilà. Ouais, ça a l'air de marcher. Donc sur, on a quatre grandes, je dirais, familles. Hein. Donc sur les prélevés, donc il reste encore un certain nombre de molécules qui sont présentes sur le marché. Par contre, il y a une action qui est strictement antigerminative et avec certains trous de la raquette, je dirais, en fonction des molécules qui sont utilisées. Sur famille, non, ça passe pas. Ça passe pas. Non, Christophe, c'est toi qui me le fais passer. Bon, pardon. Non, Sur non, t'as un petit délai. autre grande famille, donc c'est les contacts avec trois molécules. Donc voilà, le tour de la pharmacopée va être assez vite fait. Hein. Donc deux largement utilisées en conventionnel plutôt pour les pamprages et une l'acide pélargonique qui est classée biocontrôle. On a ensuite herbicides. Christophe, il faut que tu me fasses avancer au fur et à mesure parce que ça ne marche pas. Hein. Herbicides systémiques antigraminés spécifiques avec trois molécules. Il y en a deux qui sont CMR parmi les trois. Et en systémique, il reste le glyphosate avec la restriction d'usage à 450 grammes qu'on connaît et avec les problèmes de résistance. Alors, pas forcément spécifique au glyphosate, mais ça peut être valable sur pas mal de matières actives. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc, si on avance un petit peu, oh, voilà. Alors, jusqu'à maintenant, on avait des stratégies de désherbage chimique qui étaient assez standardisées. Hein. Donc, assez classiquement, on pouvait retrouver un glyphosate plus prélevé au mois de mars. Et puis 2 mois après, on pouvait revenir avec soit glypho, soit des fanins, soit une association des deux, avec ces deux passages clés. Et éventuellement, en fonction de la climato, on pouvait avoir une troisième intervention en fin de saison. Ça, c'était avant les restrictions d'usage du glyphosate. Donc, si on regarde ce qui se passe maintenant, on a de multiples combinaisons. On est parfois d'ailleurs assez surpris des associations de matières actives qui sont faites. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, il y a davantage de prélevés qui sont utilisés, parfois avec les utilisations hivernales. Bon, je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut constater. L'idée, c'est de limiter ensuite la flore présente au printemps. Hein. Où on retrouve assez classiquement une intervention fin février, début mars pour attaquer la saison, qui peut être décalée, un petit peu décalée dans le temps en fonction de l'état de salissement du sol. Et ensuite, autre chose assez classique, c'est un travail du sol qui peut venir s'intercaler ensuite en saison. S'il n'y a pas de travail du sol, bon, du coup, c'est un retour au chimique. Et en fonction des conditions climato de l'année, on peut avoir éventuellement une intervention pour tenir le cavaillon jusqu'à la récolte. Donc on voit avant, quand on était plutôt sur deux interventions, voire éventuellement une troisième, maintenant on est plutôt sur trois interventions. Alors je dis intervention, c'est pas forcément que traitement chimique, ça peut être combiné avec un travail du sol, mais on est plutôt sur trois, éventuellement 3+1. Caroline, je te laisse continuer. Oui, bonjour à tous. Alors, pour faire un petit zoom sur le produit de biocontrôle, donc sur l'acide pélargonique, on a pas mal travaillé ces derniers temps, notamment à travers deux projets financés par France Agrimaire et la région Occitanie, donc le projet Aglypho et le projet Zéro Glypho, où finalement, ça nous a permis de tester pas mal de facteurs qui pouvaient influencer l'efficacité notamment de cette solution. On a aussi essayé d'intégrer cette solution à travers des stratégies. Donc voilà, on a essayé de combiner un petit peu tout ce qu'on pouvait tester sur ce produit.
On a testé essentiellement le facteur dose et le facteur volume de bouillie, donc que ce soit dans les 2 programmes. Et on a rajouté notamment sur la région bordelaise un facteur taille de goutte qui pouvait avoir aussi une importance et un facteur adjuvantation. Alors, on a testé toutes ces modalités sur, on va dire, un dispositif plutôt hors vigne, tout simplement pour avoir des couverts, on va dire, assez développés sur les fleurs spontanées, contrairement à parfois en vigne où on est assez hétérogène sur les sites. Donc, voilà un petit peu notre dispositif d'essai. Quelques conclusions assez rapides par rapport à tous ces essais qu'on a conduits. Donc, d'abord, effectivement, on a vu l'effet dose. Plus on augmente la dose, plus on améliore l'efficacité. Bon, c'est pas forcément un scoop, mais voilà, par exemple, le premier graphique, là, vous montre bien. Donc, on a des courbes de différentes couleurs qui correspondent à une dose et un volume hectare. Donc là, c'est une combinaison du facteur volume et dose. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à 48 heures, on a un effet qui est quand même assez marqué, peu importe la modalité. Et puis, on a quand même un effet dose qui est visible. Ce qui est quand même à noter, c'est que finalement, 18 jours après l'application, donc là, ça correspond à 400 et quelques heures, on voit quand même que le pourcentage de verdure, il est quand même remonté de façon non négligeable. Donc, on va dire des tenues dans le temps qui ne sont pas exceptionnelles. En plus de ça, donc en parallèle, sur le graphique numéro 2, vous avez une autre information, donc contrôle qui est quand même largement inférieur aux herbicides classiques. Donc là, vous avez la modalité 3 et 5 qui correspond à des herbicides glyphosate et pyraflufen. On voit bien que effectivement, c'est les 2 modalités qui ont le plus d'impact sur les plantules. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est entre la modalité 1 et la modalité 4, donc on voit bien le facteur dose. Pardon, non, la 1 et la 4, c'est le facteur volume de bouillie. Donc là, on a un volume 2 fois plus important pour la modalité 4 que pour la modalité 1. Et le facteur dose, il est assez visible entre la modalité 1 et 2. On voit qu'effectivement, la modalité à 200 litres hectares sur une dose à 7 litres hectares, elle est assez faible au niveau taux d'impact sur les plantules. D'autres conclusions qu'on a pu tirer de tous ces essais, c'est que finalement, il n'y a pas d'effet, on n'a pas vu d'effet sur les adjuvants. Donc là, vous avez 2 graphiques avec toutes les modalités confondues qu'on a pu tester. Donc, on voit bien qu'effectivement, sur le premier graphique, on n'a pas d'effet de l'adjuvantation. On en avait vu très légèrement la première année, mais finalement, ça ne s'est pas du tout confirmé sur la 2e année d'essai. Et puis, le 2e graphique qui représente plutôt l'effet buse avec les tailles des gouttes. Donc, on a testé les buses XR et les buses de IDK. Et là, on n'a pas vu non plus d'effet sur toutes les modalités confondues. En parallèle, donc, on a conduit aussi des stratégies d'intégration du Beluca en alternance justement avec le travail du sol. Donc ça, c'était essentiellement dans le sud-est. À savoir que les conditions climato dans le sud-est, bon, on a quand même des printemps-été qui sont moins favorables au lever. Et donc, finalement, sur les 3 campagnes d'essai et les 2 sites, donc dans le Gard, on avait des chaleurs qui étaient essentiellement, très marquées de fin mai à fin juin, avec des déficits hydriques qui pouvaient être quand même assez récurrents sur ces 2 parcelles. Et donc, finalement, on a eu quand même pas mal de difficultés pour positionner le Beluca, en tenant compte des préconisations d'emploi, de fait qu'il faut taper sur des stades plantules, dans des conditions ensoleillées et chaudes, mais en gardant quand même en tête une logique viticole, ne pas traiter si on n'a que quelques levées ou quelques plantules. On s'est mis quand même dans un contexte vigneron. Et de ce fait, finalement, quand on avait très peu de levées ou assez hétérogène sur la parcelle, on passait à un 2e passage du sol et on avait une gestion qui était relativement correcte. Et finalement, on arrivait fin mai, début juin sur des gestions correctes du travail, avec un 2 passages de travail du sol. Et au mois de juin, chez nous, dans le sud-est, tout crame. Et donc, finalement, on arrive à relativement bien tenir
les couverts avec cette stratégie-là. Donc, on a eu finalement qu'un seul passage de Beluga sur un des 2 sites sur les 3 campagnes d'essai, donc ce qui est quand même assez peu. Et positionné à peu près dans les meilleures conditions possibles. C'était à peu près fin mai, début juin. Et finalement, sur cet essai-là, sur ce site-là, le mois de juin étant très sec, tout a cramé. Finalement, qu'on ait passé un Beluga ou pas, on avait les mêmes résultats. Donc tout ça pour conclure que globalement, sur l'évaluation de cette solution biocontrôle, il faut arriver à couvrir le plus de feuillage possible, hein, puisqu'on est sur un herbicide de contact, que ça fonctionne pas très bien sur un couvert qui est très développé, que potentiellement on a des effets d'écran qui fait que toutes les parties herbacées sont pas forcément touchées, qu'on a très peu de flexibilité d'utilisation du fait de ces contraintes, voilà, de taper sur des stades plantules avec des conditions météo chaudes, ensoleillées, enfin voilà, toutes ces contraintes finalement d'utilisation. Que par contre, on a une efficacité qui peut être assez rapide, mais que par contre, comme on l'a vu sur le graphique juste avant, c'est plus ou moins équivalent finalement à la tonte, puisque une vingtaine de jours après le traitement, on retrouve un couvert végétal qui est globalement identique qu'avant traitement. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment de pistes très très concluantes pour améliorer son efficacité en l'état. Que ça reste un outil supplémentaire, mais avec une efficacité partielle qui est assez technique et qui a un coût relativement élevé. Donc voilà. Je vais laisser la parole à Alexandre pour poursuivre sur les essais de plateforme de désherbage. Alex, c'est bon? Est-ce que Alexandre, tu nous entends? On t'entend pas, Alexandre. Oui, merci. Bon, Le son a été coupé, je ne pouvais pas le réactiver, désolé. Donc, on présente rapidement les résultats sur 2 plateformes de désherbage. La première conduite par Caroline, justement, dans le sud-est, où l'idée, c'était de tester l'intérêt de l'association travail du sol plus herbicide de prélevé. Et la deuxième plateforme conduite dans le Bordelais, où on voulait faire une évaluation technico-économique du Beluga avec différentes stratégies de traitement. Christophe, il faut que tu avances les diapos parce que ça ne marche pas, s'il te plaît. D'accord. Voilà, donc en fait, on avait testé une stratégie uniquement avec de l'acide pélargonique toute la saison, une stratégie avec acide pélargonique plus molécules de synthèse hors racinaire et glyphosate, acide pélargonique plus racinaire, et ensuite acide pélargonique plus racinaire plus glyphosate. Et après, on a également profité de la plateforme pour tester différentes associations, enfin différents positionnements de glyphosate. Sur la, merci. Donc du coup, on peut passer sur la première plateforme. Sur la première plateforme, les molécules qui étaient testées, donc elles sont là avec les non commerciaux des produits. Donc l'idée, c'était de faire en début de saison un travail du sol qui n'était pas parfait et qui était associé directement dans la foulée avec une application d'un prélevé, donc avec différents prélevés qui étaient là. Et ensuite, on laissait courir aucune intervention sur les 3 prochains mois avec des notations à T plus 30, T plus 60 et T plus 90. Et c'est une plateforme qui a été reconduite sur 3 années, 2019, 2021. Et donc, si tu avances, on va voir les résultats. Donc, bon, ce qui ressort, c'est qu'il y a effectivement un intérêt, plus ou moins marqué selon les matières actives utilisées. Après, c'est aussi à remettre dans le contexte de la flore qui était présente sur l'essai. Mais oui, il peut y avoir un intérêt de coupler un prélevé post-travail du sol. L'idée, c'est de rallonger en fait un peu la rémanence de ce travail du sol. Voilà pour cette première plateforme. Deuxième plateforme, donc il y avait 14 modalités sur cette plateforme. La première, c'était 100% Beluga toute la saison. Ensuite, on avait du Beluga associé voilà, avec des molécules hors racinaires et hors glyphosate. Ensuite, c'était Beluga avec
les prélever. Ensuite, c'était Beluga avec toutes les molécules de la pharmacopée, y compris des glyphosates à 450 grammes hectare. Vas-y, tu peux avancer. Et enfin, dernière modalité 13 et 14, on avait deux modalités où on avait réduit la largeur traitée, enfin la largeur désherbée sous le rang, c'est les modalités 13 et 14. On n'avait que 30 cm désherbés sous le rang. Avant ce Christophe Stoppé, et on avait utilisé un prototype développé par la société Tech, qui est en fait une sorte de pampresse avec des panneaux récupérateurs, hein, qui permettent de récupérer le produit et qui permettent de faire une largeur désherbée, vraiment de bien délimiter cette largeur désherbée sous le rang, parce que sans ça, c'est difficile d'avoir une largeur assez faible. Voilà, donc ensuite on a fait des notations bien sûr sur chacune des modalités toute la saison, à intervalles réguliers, et on voit qu'il y a des modalités qui ont permis d'avoir un bon contrôle de l'herbe, celles qui sont plutôt vers le bas, et d'autres qui n'ont pas du tout marché. Alors pour simplifier l'analyse des résultats, donc on a donné une note de 0 à 20 sur chacune des modalités. Donc 20 serait la meilleure note. Et on voit qu'il y a des variations qui sont très importantes. On a mis aussi le coût de chaque modalité. Donc le coût, ça comprend le coût des produits, la main-d'œuvre et le gasoil. Donc si, vas-y, avance Christophe, on va voir qu'il y a des modalités qui ne marchent pas bien du tout. Et ça, c'est indépendamment du coût de mise en œuvre, des modalités qui sont moyennes et des modalités qui, bon, voilà, on commence à avoir une efficacité qui est intéressante. Par contre, le problème sur ces modalités-là, sur ces 4 modalités-là qui sont dans la zone verte, elles sont toutes à base, il y a eu du glyphosate, au moins 450 grammes de glyphosate sur chacune des modalités. Vas-y, fais défiler, s'il te plaît. Et le problème, c'est que si on regarde la première modalité qui n'a pas eu recours au glyphosate, donc c'est la modalité 5, on voit qu'elle est, si on la compare à une modalité équivalente avec glyphosate, c'est la modalité 9. Donc elle est moins efficace et plus chère que cette modalité-là. Voilà, bon, on s'en doutait un petit peu, mais donc on peut faire des modalités sans glypho, mais c'est quand même compliqué. Donc si on essaie un peu de faire une synthèse de cette plateforme, bon, déjà c'est que le Beluga, ça ne peut pas constituer une alternative à lui seul, crédible, c'est trop cher, il y a un manque d'efficacité. Donc au mieux, il peut être utilisé pour consolider une stratégie. Voilà, vas-y. Les modalités sans glyphosate, on arrive à des résultats qui oscillent entre moyens et mauvais pour des coûts de mise en œuvre qui, eux, sont moins compétitifs, bien sûr. Ensuite, donc là, on était en vigne large. Hein. Donc, en vigne large, au-delà de 2 mètres, la restriction d'usage du glypho, c'est sûr, ça complique l'entretien du cavaillon. Mais bon, le glypho reste une cartouche intéressante. En vigne étroite, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que si on est en vigne à 1 mètre, par exemple, et qu'on désherbe 50 cm sous le rang, ça fait des doses de 900 grammes de glypho par surface traitée qui sont relativement faibles et qui peuvent déposer des problèmes d'efficacité. Nous, les meilleurs résultats qu'on a pu obtenir, c'est en décalant la date de première intervention un petit peu fin avril. Il ne faut pas attendre trop parce que sinon, on a des couverts qui sont trop importants, on a des problèmes d'efficacité. Mais en décalant un petit peu cette date, c'est là où on a eu les meilleurs résultats. On peut réfléchir aussi à réduire la largeur désherbée sous le cavaillon. C'est un double avantage. Ça peut permettre de conserver une bonne efficacité, puisqu'en fait, on va augmenter la dose sur la surface traitée. Éventuellement, en vigne large, si on arrive à réduire très fortement la largeur traitée, ça peut permettre d'avoir deux passages à 225 grammes hectare de glyphosate. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution standard. Forcément, avec le rétrécissement de la pharmacopée, ça se complique. Il y a un besoin de s'adapter au millésime et de diversifier ses pratiques. Donc, c'est l'alternance de matières actives pour essayer de limiter l'apparition de résistance. Et c'est essayer de venir greffer un petit peu de mécanique ou de tonte dans ces stratégies de désherbage qui auparavant étaient purement chimiques. On peut faire une petite pause pour les questions. Je vois qu'on a pris un peu de retard par rapport au timing prévu. Merci Alexandre, mais on a du temps quand même pour quelques questions s'il y en a. Est-ce que Régis, tu as des questions de ton côté? Oui, j'ai une question qui doit concerner la présentation de Caroline. C'est après le graphique 2 sur l'effet dose à l'acide pélargonique,
on a de meilleurs résultats à 16 dans une bouillie de 400 qu'à 32 dans une bouillie de 200. Oui, alors je ne sais pas si on peut revenir sur le graphique. Alors en fait, ce qu'on compare essentiellement, c'est l'effet volume. Donc en fait, c'est... Ouais, je sais pas si c'est plus haut. Donc c'est la modalité, effectivement, la 1 et la 2. Donc là, on compare vraiment l'effet de dose. Donc ce que je disais tout à l'heure, avec une modalité à 32 litres hectares, on est meilleur qu'à 16 litres hectares à volume équivalent, la 1 et la 2, voilà ici. Et par contre, effectivement, si on regarde la 4, qui elle est à 16 litres hectares, mais dans 400 litres hectares, donc effectivement, on a l'effet volume qui se voit entre la 2 et la 4. Et effectivement, entre la 1 et la 4, on a, on va dire, une équivalence à peu près entre le 32 litres hectares à volume à 200 litres et le 16 litres hectares à 400 litres. Après, ça reste à consolider parce que, bon, là, on mélange du coup les deux facteurs aussi. On a et le facteur dose et le facteur volume. Nous, ce qu'on cherchait à comparer ici, c'était le facteur dose déjà à volume équivalent et le facteur volume à dose équivalente. Mais voilà, ça peut se valoir aussi un petit peu là dans ce cas de figure sur le taux d'impact sur planture. Alors, il y a une autre question sur les modalités avec glypho qui présentent le meilleur résultat. Le glypho intervient avec le prélevé en décalant, un peu fin avril ou plutôt sur les repousses estivales. Oui, effectivement, nous, c'est la modalité 9 sur laquelle on a eu les meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'on avait laissé pousser un petit peu l'herbe et on était intervenu fin avril avec une association glypho prélevé. Et c'est effectivement sur cette modalité où on a eu les meilleurs résultats. Voilà. Alors après, on avait essayé de décaler encore un peu plus la date d'intervention. Après, pour le coup, on était vraiment sur des développements sous le rang qui étaient trop importants et du coup, c'était pas bon du tout. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. On peut essayer de décaler un petit peu. Avant, on avait plutôt l'habitude d'intervenir assez tôt. Je pense qu'on peut laisser pousser un petit peu pour profiter pleinement de la cartouche glyphosate. Par contre, voilà, faut pas non plus trop attendre, sinon après on perd en efficacité. Alors là, il y a une autre question. Quel est le pourcentage de pente pour une utilisation du glypho à une dose sous le cavaillon? Bonne question. Christophe, tu as la réponse? Alors la question du pourcentage de pente, c'est ça? Pour Oui. une dose? Alors peut-être qu'on peut demander à la personne qui a posé la question de préciser, puisque en fait la question de la pente intervient plutôt de manière dérogatoire par rapport aux restrictions d'usage du glyphosate, puisque on a des questions en fait de mécanisation très complexes quand on a des pentes en général qu'on dit supérieures à 30%, c'est-à-dire quand on est dans la viticulture vraiment de montagne, où c'est très difficile d'avoir une mécanisation alternative à l'utilisation des produits phyto. Et c'est une question qui n'a jamais été tranchée par les pouvoirs publics qui ont cité justement ce cas de la pente comme cas dérogatoire à la restriction d'usage. On a le même problème de définition quand il s'agit de pierrosité ou de taille des cailloux, qui fait que c'est un cas dérogatoire parce qu'on ne peut pas utiliser de méthodes alternatives comme le désherbage mécanique, par exemple, dont on va parler après. Mais peut-être ai-je mal compris la question. La personne précise, c'est pour la problématique de grave en coteaux. D'accord, une problématique de grave en coteaux. D'accord, mais la question c'est finalement, est-ce que vous pouvez utiliser du glyphosate dans ces conditions-là? Est-ce que vous êtes dans un cas dérogatoire? C'est ça la question? Moi, je la comprends comme ça. Je pense que le monsieur veut dire, voilà, en cas de Oui. pente, je suis en cas de forte pente, est-ce que je fais partie des cas dérogatoires qui me permettent de continuer à utiliser le glyphosate au-delà de 450 grammes? Il me semble que ça peut rentrer dans les cas dérogatoires. En tout cas,
pourrait argumenter comme tel, sachant qu'encore une fois, il n'y a pas de seuil, ni de pente, ni de taille de caillou qui a été définie, donc c'est Voilà, ouais. une interprétation libre, on va dire. Très bien, je pose une dernière question pour qu'on reste dans le timing. Avez-vous travaillé sur le volume de la bouillie associé aux interventions avec glypho? Alors, on n'a pas travaillé non, dans le cadre de ces essais. Bon, c'était un programme à la base qui s'appelait Alglypho. Donc, l'idée, c'était quand même plutôt d'essayer de travailler les alternatives au glyphosate. Donc, on a beaucoup travaillé l'acide pélargonique et on n'a pas travaillé le glyphosate. Bon, par contre, je pense qu'on doit pouvoir ressortir des résultats plutôt anciens, hein, mais c'est des choses qui avaient été travaillées il y a une 15 ou 20 ans, je pense. Mais dans le cadre de ce projet, on avait voulu essayer de se centrer sur les alternatives. Bon, bah, très bien, il n'y a pas d'autres questions. On peut peut-être passer à la deuxième partie. Merci Régis. Donc on va attaquer la partie à proprement parler des alternatives au désherbage chimique sous le rang. Et donc on va commencer avec le désherbage mécanique, hein, donc, qui est en l'état peut-être une des alternatives la plus transférable au plus grand nombre et qui connaît une expansion importante ces dernières années compte tenu du contexte réglementaire. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une offre qui est plutôt large, des outils qui sont complémentaires et disponibles sur le marché, même s'il peut y avoir des délais de livraison importants, je le sais, mais effectivement, quand on regarde un peu la panoplie, tout ce qui est possible d'utiliser, on va trouver des outils qui sont capables de gérer à la fois du désherbage de printemps en faisant un émiettement fin, des brosses pour maîtriser, on va dire, un couvert végétal qui se développerait sous le cavaillon au printemps dans des conditions de sol qui seraient impropres au travail du sol. Donc complémentarité par exemple avec des outils à lame qu'on voit par la suite. Des outils sur lesquels on trouve souvent, comme ça peut être présenté là sur les images, des automatismes de suivi de sol et de recentrage pour favoriser en fait le débit de chantier et soulager un peu la tension du conducteur. Des outils aussi en vigne étroite qui peuvent être dédoublés, voire triplés pour faire plusieurs rangs à la fois, ce qui ne facilite pas la conduite mais qui permet de réduire les temps de chantier, en particulier dans les fortes densités de plantation. Des outils plus traditionnels comme la décavaillonneuse qui permet une très bonne gestion de la flore adventice à condition qu'on soit capable de gérer les déplacements de terre et leur gestion et le fait de reformer un cavaillon régulièrement, c'est-à-dire de créer cette petite butte qu'on va pouvoir travailler avec d'autres outils par la suite, eh ben, c'est au cœur en fait de l'utilisation des disques et moteurs par exemple, hein, qui permettent de fractionner le sol et en même temps de buter légèrement la vigne afin de pouvoir travailler sans creuser comme on peut le voir sur un peu cette utilisation pas optimale de la décavaillonneuse sur l'image du centre. Donc voilà, il y a des outils qui sont complémentaires dans la gestion des déplacements de terre et qui peuvent intervenir aussi sur des couverts développés. Par contre, on le sait, c'est du temps de travail et c'est des interventions qui se positionnent de manière cyclique en fait d'une saison sur l'autre, c'est-à-dire que il faut avoir en tête, je présente souvent cette diapositive, que dès la sortie d'hiver, que les sarments sont broyés ou sortis de la parcelle, on va avoir en général besoin d'une première intervention qui est plus une préparation en fait au printemps que du désherbage, même si évidemment il y a quelques levées hivernales toujours. Sachant que voilà, le printemps c'est la période critique, il faut avoir un petit cavaillon formé, il faut avoir un sol ouvert et pouvoir intervenir avec facilité avec des outils donc qui vont être plus faciles à régler et à utiliser quand on a eu une préparation préalable. Quand on arrive dans la période estivale, un entretien rapide, fonction de la météo et de la pluviométrie qui stimule la croissance des adventices. Autour de la récolte, c'est pareil, en fonction du développement des adventices, ça sera plus ou moins nécessaire. Et après, bien sûr, avant le repos hivernal, va se poser la question de casser les levées automnales, de buter les vignes et de préparer le cycle suivant.
Donc on n'est pas sur quelque chose de linéaire qui commencerait en mars et qui s'arrêterait en septembre. Il faut avoir en tête avec le désherbage mécanique que tout ça s'enchaîne. Voilà. Quelques principes à retenir au-delà de cette dimension cyclique, c'est l'anticipation permanente. Anticiper, gérer les déplacements de terre, alterner les outils, c'est-à-dire utiliser dans la gamme des outils disponibles, on va dire ce qu'il est possible pour ne pas être bloqué à un moment clé de la saison, c'est-à-dire que même si par exemple les brosses, on va pas les utiliser toute l'année, et même si ça peut paraître un peu superflu, il y a des années, des printemps très pluvieux, pendant lesquels on va être très content de les avoir. Les disques émoteurs, c'est pareil, ils vont être un très bon complément aux lames intercept qu'on va pas pouvoir utiliser toutes seules. Idem pour les décavaillonneuses, une fois en début de saison pour faire tomber la butte, c'est bien, mais jamais toute seule, surtout si on a un sol à plat. Donc la complémentarité des outils est super importante, je me répète. Et puis favoriser la vitesse dès que c'est possible, parce que la vitesse, ça va favoriser le fractionnement de la terre par les outils. Ça va être bon pour le débit de chantier, bon pour la consommation énergétique. Voilà. Et ça va bien avec le désherbage aussi, puisque souvent quand on va trop lentement, et notamment avec des lames, le désherbage est imparfait. La prise en compte du reste de l'itinéraire technique, c'est notamment prendre en compte le relevage et les pamprages, puisque les pampres ils peuvent être pris dans la petite butte. Et le relevage, quand il est pris au sol, dans l'herbe qui pousse, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc ça nécessite forcément des petites adaptations de pratique pour être efficace, le désherbage mécanique. Le coût du désherbage mécanique, c'est du temps, bien sûr, hein, on vient d'en parler avec la répétition des interventions, l'anticipation, et la succession des outils, donc de l'investissement, parce qu'il va falloir avoir un équipement polyvalent, donc peut-être plusieurs outils sur un même porte-outil. Donc on a un minimum d'investissement aujourd'hui de 20 000 €, et encore, je ne prends pas en compte l'inflation de ces derniers mois, de l'entretien, de l'usure, puisque c'est du matériel qui travaille dans le sol, avec beaucoup de frottements, beaucoup de vibrations, et beaucoup de mouvements à chaque passage de pied, à chaque passage de piqué. Donc le facteur usure est important en fait dans le coût lié à la technique. La main-d'œuvre, ça devient aussi extrêmement important, puisque c'est important pour faire du désherbage mécanique d'avoir un chauffeur qualifié, un chauffeur qui fait attention, et pas seulement qui fait attention en fait, qui est sensibilisé à l'utilisation des outils et aux soins apportés au réglage. Aujourd'hui, ça a une vraie valeur sur le marché. Donc c'est un vrai facteur de coût. Et la traction, c'est aussi un facteur de coût. Avoir un tracteur performant sur lequel on a suffisamment de contrôle, à la fois en termes de motricité, de relevage, de gestion de la vitesse, etc., ça va être un atout à la fois pour l'efficacité des outils et pour optimiser la consommation de carburant, qui peut être un poste important. Parce que même si les outils de désherbage sous le cavaillon ne sont pas des outils très gourmands, je dirais en consommation instantanée, c'est-à-dire si on consomme 5 litres par heure, 6 litres par heure, c'est le temps passé dans la parcelle par hectare qui va faire la consommation à l'hectare. Enfin, dernier facteur de coût, l'impact sur le rendement. Dans le cadre d'une transition chimique vers mécanique, forcément, on intervient dans une zone d'alimentation des racines superficielles, et ça peut avoir un impact, du moins dans les premières années. Deuxième option, si on ne veut pas travailler les sols, qu'on ne veut plus utiliser de désherbage chimique, pourquoi pas le désherbage électrique. On en parle de plus en plus, puisque certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu en démonstration. La machine X-Power de Zasso permet justement de désherber sans travail du sol, a priori sans impact agronomique, en tout cas sur le fonctionnement racinaire de la vigne. Par contre, c'est lent, c'est gourmand en puissance. Donc si on détaille un petit peu ce qu'on sait sur la technologie, donc on travaille avec une forte tension et un ampérage faible au démarrage qui va augmenter en fonction de la densité d'adventices à désherber. L'énergie électrique vient du tracteur, hein, la prise de force anime une génératrice qui donne ce courant électrique qui est censé passer donc dans les parties conductrices des plantes à détruire entre deux électrodes. Donc ça, c'est le principe général. L'aspect visuel des rangs traités en désherbage électrique, c'est un cavaillon à plat avec un jaunissement de l'herbe, un petit peu similaire à ce qu'on pourrait avoir avec du désherbage chimique.
Et par contre, une imperfection qu'on peut observer notamment sur la photo de droite, hein, sur les espaces difficiles à recouvrir avec les électrodes, où le jaunissement est incomplet, ou au contraire, il y a des zones sur lesquelles l'électrode est passée de manière incomplète ou n'est pas passée du tout. Et ça, c'est vraiment un problème purement mécanique de couverture de l'espace à désherber plutôt que d'efficacité de la technique électrique en particulier. Si on regarde un petit peu quelques résultats d'essais, alors le graphique de droite est plus simple à comprendre en fait. Il y a un effet vitesse, c'est-à-dire que quand on travaille plus lentement, on applique plus d'énergie, plus d'électricité au sol et donc sans surprise, on a une meilleure maîtrise en fait du pourcentage de couverture au sol par les adventices. Hein, c'est ce que vous avez en ordonnée. Donc plus les courbes sont basses, meilleur est le contrôle de la flore adventice. Et donc avec une vitesse plus élevée, bien sûr, on dégrade un petit peu ça. Le graphique de gauche est un petit peu plus complexe, mais parce qu'il fait entrer en jeu en fait différentes modalités, dont des modalités référence où la densité d'herbe était plutôt faible et des modalités enherbées où la densité d'adventice était plutôt élevée. Et donc si on rentre dans le détail, mais je vous fais la synthèse tout de suite, en fait, plus la densité d'herbe est importante, plus on a de difficulté à abaisser le taux de couverture au sol des adventices. Et donc là, on observe qu'en 3-4 interventions par saison, on peut arriver à une maîtrise des adventices. En termes d'efficacité, donc pour dire un petit peu la même chose sur la vitesse, entre 2,3 km/h et 3,5 km/h, si on a beaucoup d'herbe, donc dans la zone ENH, eh bien, on a des efficacités qui sont limitées à 56-60%. Dans la zone référence, où on est quand même en situation de désherbage, mais on a moins de densité d'herbe, on dépasse les 80% et on est un peu plus efficace en allant plus doucement. Voilà. Donc la densité d'adventices à détruire joue plus finalement que la vitesse de travail. Les facteurs d'efficacité, donc outre la vitesse que je viens d'expliquer et la densité de l'herbe, mais je vais faire quand même un petit commentaire sur la densité de l'herbe, c'est-à-dire que plus il y a d'herbe, plus il peut y avoir d'effets parapluie des unes sur les autres, et plus on va favoriser une conductivité de l'arc électrique superficielle par rapport à une action plus complète de l'arc électrique. L'humidité du sol, ça je ne l'ai pas encore abordé, mais quand vous avez un sol très humide, il est très conducteur et donc il participe à la dispersion de l'énergie électrique appliquée, qui n'est pas centrée uniquement dans les plantes à détruire. Par contre, une humectation préalable du couvert à désherber peut apporter un plus, peut être favorable, peut-être en début de matinée avec de la rosée. Il y a des effets sur lesquels on a observé de meilleures efficacités que pour une intervention en plein après-midi. Bien sûr, on utilise l'électricité, ça fait des étincelles, donc il faut faire attention en situation de sécheresse quand on a des paillis. On peut avoir des départs de flammes. Petit détail, une tonte préalable favorise l'efficacité, même si c'est une contrainte supplémentaire en termes d'utilisation. Quand on a notamment des couverts très développés, la tonte peut améliorer significativement les choses, ça c'est sûr. Et puis il y a une différence d'efficacité dans le désherbage électrique entre les dicotes et les graminées qui sont par nature un petit peu plus difficiles à toucher en intégralité et à détruire au cœur. Oups, pardon, je vous ai perdu. Voilà, je suis désolé, on a eu un petit bug sur le passage des diapos. Si on fait le bilan sur les avantages et inconvénients, donc ce qui est plus simple par rapport au désherbage mécanique, donc c'est en termes de réglage, on n'a pas de profondeur à régler, le réglage de largeur, de sensibilité, tout ça c'est beaucoup plus simple que des outils de travail du sol. On n'a pas de risque de blessure sur les souches puisqu'il n'y a pas d'outils dans le sol et il n'y a pas de risque de couper ou de blesser les souches. On a vu en plus que du point de vue de l'électricité, les troncs ne sont pas conducteurs, donc il n'y a pas de problème.
La conduite est simple, on va dire, sauf quand on a du dévers, parce que la machine étant lourde, ça peut impacter sur la conduite du tracteur. Il n'y a pas de déplacement de terre. Il y a globalement moins d'intervention qu'en désherbage mécanique, mais alors j'ai mis un petit point d'interrogation parce que ça ne se vérifie pas systématiquement tous les ans. Exemple, une année très sèche comme 2022, eh ben, les interventions de désherbage mécanique bien placées avaient une très bonne durée, une très bonne persistance d'action, alors qu'on est allé jusqu'à 4 interventions en désherbage électrique. Donc attention quand même au prix et au coût d'usage, hein. C'est une machine dont le prix est annoncé au-delà de 100 000 €. Donc ça impose un amortissement bien raisonné en fait sur des surfaces et des durées importantes. Par contre, a priori, on va pouvoir l'utiliser en pente, sur des cailloux, dans des zones aujourd'hui qui sont un petit peu dérogatoires, justement parce que le travail du sol n'est pas possible. Et enfin, ce qu'on cherche à évaluer, c'est cet impact racinaire, c'est-à-dire la conductivité en fait de la plante, y compris dans son système racinaire pour une destruction complète. Ça nous intéresse beaucoup pour la gestion des vivaces, mais c'est des choses qu'on est encore en train d'évaluer parce qu'il y a certaines limites, notamment sur la lignification de ces plantes-là et sur donc le stade où il faut les prendre pour avoir un meilleur effet. Donc la vitesse limitée, c'est quand même aussi un problème. La dépendance au climat, elle existe comme avec d'autres alternatives et il y a une petite sélectivité par rapport aux adventices, je l'ai dit pour les dicotes et les graminées. Autre alternative possible, on a le désherbage thermique. Donc là, pas de travail du sol, mais plus de passage. Je mets dans cette catégorie tout ce qui est radiant, mousse, eau chaude, vapeur sèche. C'est du désherbage thermique. C'est lent. C'est jusqu'à 8 passages parce qu'on peut arriver à avoir des levées de dormance avec le coup de chaud. Par contre, ça peut fonctionner en conditions humides, c'est un avantage. Et je précise sur ce sujet-là que certaines technologies, dont la mousse, dont l'eau chaude ou la vapeur sèche, sont au stade plutôt prototype, pas déployées vraiment commercialement pour la viticulture, mais plutôt pour des collectivités. Cette illustration, donc c'est les résultats de Caroline. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot rapidement, Caroline. Ça permet d'illustrer surtout la quantité d'eau qu'il va falloir utiliser pour avoir une efficacité forte. Hein, on voit qu'entre 10 litres et 15 litres par minute, ça peut fonctionner, qu'il y a un effet vitesse aussi. Et donc ça veut dire systématiquement plus de 1000 litres d'eau portée à température et à pression pour optimiser l'efficacité. Caroline, un petit complément ou c'est bon? Ouais, non, pareil, rien à rajouter. On voit bien que sur les photos, effectivement, on le voit, hein, l'effet visuel, il est là. Après, pour le moment, tout ce qu'on a pu tester, c'était à l'état de prototype avec voilà des consommations en eau, en énergie et sur des vitesses qui sont pour le moment non acceptables, on va dire. Ouais, qui sont faibles. Ouais. Voilà. Ok, merci pour le commentaire. Je crois que c'est moi qui enchaîne Autre, avec. ouais, autre opportunité, c'est le paillage textile. Je te laisse. Non. Oui, alors voilà, une autre alternative sur laquelle on travaille et on travaille encore, donc les paillages, donc qui peuvent prendre, enfin qui peuvent être de plusieurs types. Donc on a les feutres, des plaquettes de différentes essences d'arbres, des écorces, de la paille, on a des déchets verts. Enfin, il peut y avoir vraiment de nombreuses sources de paillage potentiel. Globalement, c'est du temps assez important à l'installation, mais qui derrière permet finalement d'avoir un gain de temps sur les années à suivre, avec pas d'entretien en fait du cavaillon du tout. Par contre, sur des investissements qui sont quand même assez élevés, on est sur, pour le moment, ce qu'on a évalué, c'était en moyenne supérieur à 1 € par mètre linéaire. C'est assez conséquent, mais qui finalement peut s'adapter à un peu tout type de vignoble et à différents stades de plantation, que ce soit sur des plantiers ou des vignes en place. Ensuite, on a conduit, voilà, merci, le programme qui est encore en cours, hein, qui est financé par France Agrimaire, qui s'appelle Vitimulch sur le bassin Occitanie, où là, il y a juste quelques petits résultats d'essais de pourcentage de recouvrement, notamment d'adventisme, donc sur l'été dernier.
Donc là, vous avez pas mal de paillages différents qui sont menés sur ce site. Donc vous avez le témoin là qui est quand même assez sale, à 60, pas loin de 60% de recouvrement d'adventice. Un témoin travail du sol qui lui est à 3 passages par an, qui est autour des 15% de recouvrement. Et finalement, on a toutes les modalités de paillage qui sont entre 20 et 35% de recouvrement d'adventice. Donc certes, c'est pas voilà, ça a une efficacité pareille partielle, qui est non négligeable par rapport à de la vigne témoin, mais qui finalement par rapport à la modalité de travail du sol est plutôt intéressante. Donc par contre, voilà, c'est bon, on va dire, pendant la durée de présence. Donc ce qui reste à déterminer, c'est le temps de dégradation hein, de ces paillages-là. On parle de, voilà, sur les 3 ans, c'est assez bon, mais après, on a pu voir, là, comme on a le deuxième graphique en bas à gauche, un impact qui peut sur la croissance, notamment en conditions de stress hydrique. Donc l'année dernière, dans le sud-est, on était assez impacté par le stress hydrique. Là, c'est des suivis d'APEX. Et donc, on voit bien qu'effectivement, la modalité témoin est la modalité qui est la plus vite, on va dire, en termes d'arrêt de croissance. Et puis, on a des modalités qui, quand même, tiennent assez facilement, plus facilement, en tout cas, au niveau stress hydrique. Donc, c'est à confirmer sur les années à venir dans des conditions de stress hydrique marquées. Voilà, un petit problème qu'on a pu constater, c'est que des compatibilités qui sont parfois compliquées avec le travail du sol en interrang, donc avec notamment les phénomènes de déplacement de terre, hein, sur lesquels finalement on a la terre qui peut revenir sur les paillages, et finalement apporter avec eux des graines et favoriser les levées d'adventice sur le paillage, donc ils viennent pas du dessous mais du dessus. Et puis, bon, ben voilà, encore pas mal d'études à poursuivre, notamment quel impact sur le bilan carbone par rapport à la fourniture de toutes ces matières qui peuvent être apportées. L'apport de champignons non désirables potentiels, puisqu'on a fait des analyses microbiologiques aussi sur certains paillages et on a pu trouver notamment des Botryosperria dans des paillages, on va dire, avant implantation. Donc voilà, attention à l'origine de ces paillages. L'impact agronomique que ça peut avoir, voilà, par rapport à la dégradation des micro-organismes et les fins d'azote potentielles. Pour le moment, on n'a pas forcément remarqué d'impact là-dessus, mais sur le long terme, peut-être que oui. Voilà, donc toujours cette estimation du temps de dégradation qu'il faut qu'on continue à approfondir. L'impact sur la microfaune, potentiellement, effectivement, le fait de plus avoir à travailler le sol et de plus avoir de mouvement de terre, on peut espérer avoir une vie biologique un peu plus importante. Et puis, une amélioration de la structure aussi avec le pourcentage de matière organique, voilà, des compactions de mottes, tous ces phénomènes-là qui restent encore à approfondir. Malheureusement, on ne sait pas au bout de 3 ans qu'on arrive à avoir des changements radicaux avec ces méthodes alternatives. Mais voilà, les études continuent là-dessus. On voit qu'il y a du potentiel à des coûts qui sont non négligeables, avec quand même d'autres contraintes qui apparaissent en plus. Et je crois que je peux te relaisser la main, Christophe. Merci Caroline. Donc on va essayer de tirer un petit bilan. Globalement, on a vu qu'on a dans cette période de changement et de transition des pratiques plus coûteuses et plus techniques à mettre en œuvre. Hein. Donc désherbage chimique, c'est un passage hivernal en plus, un report sur d'autres molécules. Sur le mécanique, vous avez vu les investissements, le temps de travail, l'organisation à revoir, le côté énergivore aussi du désherbage mécanique comme d'autres alternatives comme le thermique ou l'électrique. Je reviens pas sur le paillage qui vient d'être détaillé. Et donc, par rapport à tout ça, comment en fait se projeter quand même dans une utilisation ou dans des stratégies optimisées avec des alternatives? Il va falloir mettre ce type de solution en œuvre, des combinaisons pour avoir moins de passages spécifiques, adopter du matériel plus polyvalent, éventuellement se renseigner sur les aides à la conduite par rapport à la technicité requise avec le tracteur et réfléchir aux achats et à l'organisation en commun pour tout ce qui est matériel alternatif.
déjà sur la partie amortissement, mais sur la partie voilà, gestion de l'entretien et de l'utilisation commune. Je pense qu'il y a des solutions à envisager. Alors pour illustrer ça, deux choses, l'autoguidage LIDAR et la gestion des outils. Aujourd'hui, sur l'ensemble des solutions d'autoguidage de tracteurs adaptées à la gestion du travail du sol, cette solution nous paraît extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle va vraiment soulager le chauffeur de l'attention nécessaire quand on utilise les outils à haute vitesse. Alors ici, par exemple, c'est disque moteur plus broyeur derrière. Indépendance par rapport à une trace RTK qu'il faudrait suivre et qui ne prend pas en compte la régularité de plantation des vignes elles-mêmes. Donc vraiment, là, avec cette solution, on analyse le végétal, le tracteur s'autoguide, gère la position des outils aussi. C'est la solution la plus complète et hélas aussi la plus chère sur le marché, mais qui peut apporter un vrai soulagement dans ces pratiques-là. Deuxième solution, enfin il n'y en a pas qu'une là à présenter, hein, la robotique. Pourquoi pas robotiser pour soulager donc l'organisation du travail et aussi travailler sur la question de l'utilisation de l'énergie. Là, bon, c'est un exemple, c'est un robot électrique. Voilà, l'électricité en termes d'utilisation d'énergie brute est globalement plus intéressant quand même que les motorisations thermiques, même si ça pose d'autres questions hein, de production de l'électricité bien sûr, mais en tout cas, il y a un très bon contrôle par rapport à la gestion du travail du sol. Reste la question du coût et de la performance des robots, mais ce sont des sujets qui devraient évoluer dans le bon sens dans les prochaines années. Plus près de nous et plus accessible peut-être pour la plupart, des solutions qui permettent de démultiplier le travail. Donc ces solutions-là permettent donc de travailler plusieurs rangs, y compris en vigne large, voire très large, pour gagner beaucoup en débit de chantier. Bon, ça suppose pas mal d'aide à la conduite et d'automatisation sur la position des outils, mais en tout cas, ce sont de vraies solutions. Donc, soit traîner derrière le tracteur, soit monter en tant que châssis sur le tracteur en lui-même. Voilà, c'est des solutions qui sont appelées à avoir, à mon avis, un certain avenir. Voilà, on arrive quasiment au terme de ce webinaire. On vous remercie pour votre attention et nous avons encore quelques minutes sans doute pour des questions si Régis peut nous les faire remonter. Oui, bien sûr. Peut-être une première question qui est-il possible de programmer un paillage sur coteau? Ça s'adresse peut-être à Caroline, je pense. Ça dépend des types de paillage en fait. Si on part plutôt sur des paillages type feutre, oui, les coteaux sont recevables sur ces types de paillage-là. Après, sur des paillages de type plutôt paille ou résineux qui sont voilà, assez plus fins, ça peut être plus compliqué parce que les phénomènes d'érosion ou les phénomènes de glissement sont un peu plus marqués. Mais voilà, enfin, après, on va dire, chaque configuration de parcelle on peut trouver des paillages qui s'adaptent. Il y a plein de choses qui se font. Hein. J'ai vu des choses. On a même de la laine de mouton. Enfin voilà, il y a des choses très très alternatives. Mais en tout cas, oui, les coteaux, on peut trouver des paillages. Surtout les paillages type feutre, hein, ça peut très bien s'implanter. Alors, puisqu'on est dans le paillage, plus peut-être une remarque, une question d'ailleurs. Paillage dégradable peut être plus intéressant sur les 2-3 premières années, notamment pour éviter d'irriguer ou de blesser avec du matériel ou toxicité avec certains désherbants. Oui, c'est une bonne remarque. Après, ce qu'on cherche aussi d'un paillage, c'est qu'il y ait une tenue qui soit supérieure à uniquement les 3 ans de plantier, quoi. Donc là, ce qu'on cherche à évaluer, c'est pas forcément des biodégradables en 3-4 ans, mais que ça puisse durer sur un plus long terme. Mais oui, dans tous les cas, c'est clair que le plantier, ça reste voilà on va dire un type de configuration qui est compliqué à mécaniser et qui cherche des alternatives aussi, on va dire peut-être plus encore marquées que la vigne en place. Oui, mais c'est une bonne remarque.
Et enfin, puisqu'on atteint donc l'heure qui était prévue, peut-être une dernière remarque également pour Christophe. Concernant l'électrique, 2 points, humidité OK, voire a priori meilleure, mais restrictions possibles si pluie raisonnable, soit pendant le passage, soit juste après. Oui, c'est une bonne remarque plus qu'une question. En effet, bon, ça va. Une humidité raisonnable, effectivement, en surface, va favoriser la conductivité et donc une meilleure couverture de l'ensemble des parties végétatives à détruire. Oui, c'est certain. Par contre, dans des conditions de conductivité déjà correctes, en fait, on n'a pas remarqué que avoir un spray, par exemple, devant la machine permettait d'améliorer l'efficacité. C'était pas très sensible en fait comme effet. Mais entre le matin et l'après-midi, ouais. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut clore ce webinaire qui a apporté bien sûr beaucoup de choses, comme toujours. Vous pouvez poser des questions ensuite par mail directement aux intervenants. Et sachez qu'à partir de demain, 12 h, sur le site vignevin.com, dans l'onglet webinaire, vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire. Bonne fin de journée à toutes et tous. Merci, bonne fin de journée. Merci. Merci pour votre attention.